Je J'ai crois oublié que, de dire où on habite. voilà, je crois que tout le monde s'est présenté. Et donc, je laisse la parole à Marie-Hélène Boucan et Monsieur Cantia. On va tous couper notre son, comme ça, on n'aura pas le bruit de fond qu'on entend là, hein. Voilà. Bien, c'est très impressionnant de vous voir tous présents et un grand merci d'être là. Euh, Peut-être Pierre, tu veux te présenter en 2 mots, puis je me présente et tu commences? D'accord. On m'entend là? Oui? Oui, oui, enfin moi, oui. Oui? Je pense que tu... D'accord. Donc moi, je travaille avec Marie-Hélène depuis maintenant bientôt 3 ans. On a fait ensemble notre formation en hypnose à Lyon. Avant, j'ai travaillé une quarantaine d'années pour la fonction publique hospitalière. J'étais infirmier cadre, enseignant dans les hôpitaux publics. Et donc, depuis maintenant une année et demie, j'ai l'activité de thérapeute. Je suis en Ardèche. Voilà. Voilà, et donc moi, pour me présenter en quelques mots, j'étais médecin de rééducation, ce qui m'a permis de connaître votre pathologie euh, au niveau professionnel, puisque j'avais un service de personnes cérébrolésées ou médulaires à côté de Carquet, puisque j'étais à Gien. Mon service était, j'étais chef de service à l'hôpital René Sabran à Gien. Et puis mon histoire de vie est un peu compliquée. Pour fêter mes 40 ans, j'ai eu un diagnostic d'une maladie rare génétique. Et comme j'étais chef de service, les hospices civils de Lyon m'ont fait comprendre qu'un chef ne pouvait pas être malade. Donc on m'a pas donné le choix et j'étais mise en invalidité. Voilà, secondairement, comme je suis allongée pendant une bonne partie de la journée, j'ai fait une thèse de philo sur les maladies rares et sur les soins de support pour les personnes qui ont des problèmes de santé importants, sachant qu'au cours de mon cursus, j'ai été opérée de nombreuses fois pour ma maladie rare. J'ai découvert que quand on n'avait pas le cancer, les soins de support coûtaient très cher et que quand on avait l'allocation adulte handicapé, c'était pas possible de se prendre soin de soi par l'hypnose, la socio-esthétique ou d'autres approches. Voilà. Et du coup, il y a un petit groupe de gens qui étaient autour de moi qui ont été partants pour reprendre le défi de créer une association où on propose des soins de support, dont l'hypnose, euh, à des prix défiant toute concurrence du marché. Voilà, et depuis un an, on a arrêté, puisque par définition, les personnes qui viennent aux ateliers sur Lyon sont des personnes fragiles. Et on est en train de se rendre compte que par les Zooms, eh ben, on peut peut-être venir aider d'autres personnes. Et vous êtes la deuxième association qui nous demande de faire une présentation par Zoom pour éventuellement après avoir des demandes un petit peu dans toute la France, individuelles, alors qu'on fait beaucoup en groupe à Lyon. euh, voilà, par le Zoom, le Skype ou le WhatsApp ou toute autre chose. Euh, donc voilà, on espère pouvoir vous apporter un petit plus dans la gestion de votre vie quotidienne. Pierre, je te laisse la parole. Oui? Tu peux mettre plein pot, Véronique? C'est pas la peine de mettre le côté gauche là. Si tu peux mettre plein écran pour le PDF. Bon, ça n'a pas l'air possible. Bon, ça va aller. Pas grave. Présentation, peut-être, non? Non. Oui, moi je verrai présentation. J'entends. Ah, on n'entend pas. Ouais. C'est un peu dommage parce qu'on ne voit pas tout du coup. Oui, vas-y. Oui, là, voilà. Voilà. Très bien. Bon, Voilà. je laisse Pierre commencer, puis Oui? voilà. Ouais. On va alterner les voix pour pas dormir. Je vous dis pour avancer? Ouais. Oui, parce que je l'ai fait en PDF, donc c'est. Ah, peut-être que c'est plus compliqué. Ah.
On n'a pas de t'entend retour. pas, Véronique. On n'a pas le retour son. Véronique, on t'entend pas. Si tu veux, je te l'envoie en PPT là. Est-ce que vous pouvez, voilà, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Voilà, merci. Donc on va vous donner une définition. En tout cas, c'est celle qu'on utilise pour l'hypnose parce qu'il y a beaucoup de praticiens qui utilisent pour différents objectifs. Hein. Le nôtre, il est centré sur la santé. Et donc, des personnes qui nous inspirent le plus dans cette pratique, c'est Milton Erickson, qui était psychiatre de formation et qui avait aussi qui avait des handicaps assez sérieux et qui a traversé aussi ces handicaps pour faire partager toute son énergie autour de la capacité que l'on a en nous, les ressources que l'on a en nous pour faire face, en fin de compte, à des événements de la vie. Donc, qu'est-ce que c'est que l'état hypnotique? C'est un état de conscience modifié et un état de conscience très élargi. Et c'est un état de conscience qui, globalement, on a assez souvent dans le courant de la journée. Sauf qu'avec nos techniques, on les accentue pour avoir un bénéfice thérapeutique. Habituellement, on est pris dans un état de rêverie et les personnes qui sont avec nous sentent qu'on n'est pas là, on est ailleurs, on est déjà parti là où on devait aller. Voilà, on a cet état de conscience qui est assez naturel. Le plus classique, c'est faire un trajet de voiture et ne plus se rappeler qu'on est déjà passé à cet endroit-là. Il y a un tunnel sur le trajet et on passe le tunnel et on se dit, en sortant du tunnel quelques kilomètres après, on se dit quand est-ce que je vais passer le tunnel? On n'était pas dans un état de sommeil, on est dans un état de conscience modifié. Il ne faut pas grand-chose pour qu'on revienne effectivement à un état de conscience plus aiguisé. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre qu'en fin de compte, l'hypnose n'est pas le sommeil. On reste en parfait contrôle et vigilance, si ce n'est que c'est dans cet état-là, en fin de compte, qu'on peut à la fois imaginer le changement, mieux appréhender ce qui nous arrive et trouver des solutions aussi extrêmement utiles au quotidien par rapport à ce qui nous arrive. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose au spectacle. Voilà. Des hypnoses de spectacle, en fait, le sujet, c'est souvent celui qui est sur l'estrade, c'est-à-dire l'animateur. Et puis, bien évidemment, qu'en fin de compte, une fois que les gens sont en état de catalepsie et à moitié couchés devant la scène, en fin de compte, ils sont laissés pour compte, quoi. C'est vraiment il n'y a qu'une personne qui est vraiment mise en scène. Et puis, il y a un état de suggestion, ce qui fait qu'en fin de compte, il y a quand même des collaborateurs qui apprécient l'état de suggestion des gens qui vont rentrer en transe de manière à ce que le spectacle puisse continuer. Nous, ce n'est pas du tout nos pratiques là. Si ce n'est qu'on utilise, avec beaucoup de précautions, parce qu'on est centré comme sur la personne, des techniques qui peuvent s'apparenter à ce qu'utilisent effectivement les gens qui en font un spectacle. Ce n'est pas totalement déconnecté de ça. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, une diapo d'histoire, hein, voilà. Vous connaissez le nom de Mesmer parce qu'en fin de compte, il y a un homme de spectacle qui a repris son nom. Hein. C'est un peu le précurseur, en fin de compte, de l'hypnose, bien qu'en fin de compte, on était plutôt du côté du magnétisme, et lui, il pensait qu'en fin de compte, il y avait quelque chose qui reliait les personnes. Il y a une fameuse expérience qu'il fait où, en fin de compte, il met des personnes dans des bacs avec une eau à bonne température qui sont reliées par des fils. Et il pense, en fin de compte, c'est son intuition à lui, hein, qu'en fin de compte, il y a un fluide qui passe à travers les personnes. Alors, bien évidemment que ce sont d'autres qui vont reprendre quand même de façon assez différente ces phénomènes-là. Et entre autres, Bernheim, là c'est la diapo suivante, hein, qui va au Charcot, que vous connaissez, et qui va lui l'utiliser à des fins thérapeutiques aussi pour ses patients et ses patientes. Mais c'est surtout Freud, une partie aussi, étant venu voir des travaux de Charcot. Et je dis souvent que comme Freud s'est désintéressé de l'hypnose très tôt, trop tôt, je pense qu'elle serait encore
plutôt d'actualité pour les soins si Freud s'en était vraiment, l'avait vraiment pris comme un objet scientifique de travail, ce qu'il faisait pour la psychanalyse, par exemple. Hein. Et donc, c'est Bernheim, en tout cas à l'école de Nancy, qui va vraiment le prendre comme une opportunité de traitement et de travail avec les patients, et entre autres, insister sur la suggestion. Hein, et ça, c'est extrêmement important. C'est que quand on est dans cet état de conscience modifié, on peut avoir des suggestions de changement, et ça, on est extrêmement ouvert et extrêmement réceptif à ces suggestions quand on est dans cet état de transe hypnotique. Ce qu'on ne serait pas forcément dans un état de conscience et où notre esprit rationnel fonctionne extrêmement fort. Et puis donc, l'auteur le plus connu aussi, mais le plus récent, voilà, c'est le travail de Milton Erickson. Et donc lui, il a aussi, c'est un 10, hein, il a beaucoup de choses, et puis il a une poliomyélite qu'il affecte depuis l'âge de 17 ans, et en fait, il va vraiment jeter les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypnose médicale, en fait. Voilà, très loin du spectaculaire, centré sur les besoins de la personne, et surtout la capacité d'aller chercher des ressources qui sont toujours là à l'intérieur de nous, dans la partie la plus tranquille hein, de notre moi, je dirais, hein, qui soit conscient, et puis une partie qui est moins consciente, et c'est une partie qui est moins consciente sur laquelle habituellement, dans un état rationnel, on ne va pas. Donc on va aller chercher de ce côté-là aussi pour trouver des ressources pour changer, hein, pour modifier effectivement ce qu'on souhaite modifier. Donc, pour Milton Erickson, c'est toujours la personne qui est concernée, c'est elle qui prend certaines décisions, c'est elle qui fait certains choix pendant la séance, et c'est toujours en lien et en partenariat avec la personne que le travail se fait, hein, ce qui est bien loin de l'hypnose de spectacle. Hein. Merci. Alors, aussi là, dans le registre des définitions, hein, donc là, on revient à la question de la douleur. Voilà, la plus classique, hein, voilà, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. On peut n'avoir aucun traumatisme visible objectivé par un scanner ou une imagerie et avoir mal et douloureux. Hein, donc, on est toujours attentif, en fin de compte, à apporter un traitement hein, qui soit médicamenteux ou complémentaire comme l'hypnose, ou associé à un traitement médicamenteux, de manière effectivement à traiter la douleur, quelle que soit l'origine et quelle que soit la façon dont médicalement on a objectivé hein, l'état douloureux. Alors, il y a plusieurs composantes hein, qui sont extrêmement importantes hein, et elles se conjuguent. Hein. Une composante sensori-discriminative, c'est-à-dire où est-ce que ça se situe et toute la localisation physique et le siège et l'intensité de la douleur. Une dimension affective émotionnelle qui est toujours une tonalité qui est la plus agréable, mais qui est aussi dans le registre culturel, c'est-à-dire effectivement dans sa culture d'appartenance et en lien avec son éducation, son expérience de vie, on va être cette composante affective émotionnelle vis-à-vis des douleurs va être centrale. Des composantes cognitives, c'est-à-dire la manière effectivement dont on interprète la douleur. Est-ce que l'on a été victime seul? Est-ce qu'on a été victime avec d'autres? Est-ce que d'autres nous ont créé cette douleur, ce traumatisme? Hein, est-ce que c'est un accident de travail, par exemple? C'est souvent compliqué aussi. Il y a des aspects aussi médico-légaux ou de responsabilité civile ou pénale autour de la douleur. Hein, donc ça, c'est important aussi. Et puis, tout le registre, effectivement, il va être intéressant aussi en hypnose, c'est-à-dire comment se représente et quel langage on utilise autour de la douleur. Et c'est aussi vrai pour la personne qui a la douleur, et c'est aussi vrai pour le thérapeute ou l'hypnopraticien ou le médecin qui accompagne la personne dans cette expérience douloureuse de traitement de la douleur. Aujourd'hui, on a plus une approche extrêmement positive et on a beaucoup lissé son langage, des aspects, en fin de compte, qui nous ont été enseignés dans nos études, mais qui aujourd'hui sont lissés, et des choses qu'on ne dit plus, en fait. Hein, on s'intéresse surtout aux aspects positifs aussi dans le langage, de manière à ne pas aggraver les choses. Voilà, pour la douleur. On a encore une autre diapo.
La suivante, s'il vous plaît. Véronique a disparu. Ah. Bon. On est revenu. Véronique, Petit intermède. tu me dis quand tu veux que je prenne? J'appelle. C'est Ouais. ça. Bon, on est en stand-by sur... Oui. Ouais, j'ai un problème de réseau, on est en train de Ouais. reprendre. Ah, Je ne sais pas encore si je ne sais pas encore s'il faut relancer la réunion ou pas, en fait. voilà. Je peux pas t'aider parce que c'est la première fois que je fais avec celui-là. Je vais essayer avec mon partage de connexion, hein, je reviens tout de suite. Ok, ça se- Désolée. Hein. non, non, on informe tout le monde. Oui, Donc, il y a un petit... il y a- Véronique a un problème de connexion et elle voit. Voilà, on va patienter quelques minutes ou quelques instants. Des petits problèmes de connexion. Voilà, peut-être en attendant, dire aussi pour certains, pour rassurer un petit peu, voilà, pendant une séance, si vous le souhaitez, si vous le souhaitez dans l'avenir, hein, voilà, pendant une séance, vous ne dormez pas, voilà, hein, vous êtes toujours en état de conscience, légèrement modifié, mais en fin de compte, vous êtes extrêmement présent et en général, le thérapeute ou l'hypnopraticien, quand il vous parle, vous entendez ce qu'il vous dit et souvent, on vous demande effectivement aussi de participer, d'intervenir et de répondre à certaines questions qu'on vous pose. Oui, comment Erickson disait qu'en fait, ce que disait le thérapeute n'avait aucune importance, Mm. que la personne faisait son travail une fois qu'elle est partie, entre guillemets, qu'elle est rentrée dans ce qu'on appelle la transe, voilà, avec les objectifs qui sont fixés au départ, et elle peut tout à fait fonctionner. Mm. Ce qu'on dit, ce n'est pas le plus important, c'est vraiment le travail que vous faites. Mm. Bon. Oui, enfin, quand on fait des suggestions, il faut quand même bien qu'on arrive à les placer, quoi. Bon, a priori, s'il est revenu, c'est que Véronique est revenue. On a repris le fil, le cours des choses. Voilà, ok. On peut passer à la diapositive suivante. Ouais. Voilà. Peut-être tu vas en parler de ça, Marie-Hélène, non? Alors, oui, c'est juste pour dire qu'il y a plusieurs sources, origines de la douleur, soit parce qu'il il y a ce qu'on appelle une douleur nociceptive. Donc, dans vos situations, il peut y avoir des problèmes de peau, par exemple, soit des inflammations, soit même des ulcérations au niveau de la peau. Et si vous avez gardé votre sensibilité totale ou partielle, je pense selon les cas, il peut y avoir une douleur qui est dite nociceptive parce que le point de départ, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister et qui peut être infectieux, inflammatoire ou une érosion. À la fois, il existe. Moi, j'ai un écho. Je ne sais pas si ça vous gêne ou pas. Non? Bon. Pierre, tu n'entends pas d'écho, toi? Non, non. Bon. Il peut y avoir des douleurs neuropathiques. Euh, je ne crois pas trop que ça soit votre situation, mais voilà, si jamais ça existe, sachez que c'est pas anormal. Ce sont des douleurs bizarres parce qu'elles vont toucher soit un nerf périphérique, soit surtout les voies de conduction neurologique au niveau de la moelle épinière de la douleur. Et
Bon, celles qui sont vraiment les plus classiques, mais ne vous concernent pas tant que telles, mais sont importantes à connaître. Ce sont les douleurs, par exemple, des amputés, des personnes qui ont une amputation. Mais dans les pathologies neurologiques, on peut aussi avoir des douleurs neuropathiques. Et puis enfin, il y a les douleurs dont on ne retrouve pas trop l'origine. On ne sait pas exactement quelle est l'origine. Sinon, probablement, il faut savoir que là, on est tous des douloureux au départ, et on a pas mal parce qu'on a tous un système de freinage de la douleur. Donc, la douleur, elle peut être parce qu'il y a un excès de stimulation, mais elle peut être aussi due à un problème de freinage. Et du coup, si c'est moins freiné, eh ben, la sensation douloureuse, elle va passer. Donc, la douleur, elle peut être aussi uniquement parce qu'il y a un dysfonctionnement du système de freinage. Voilà, c'est une des hypothèses actuellement qui est soulevée, par exemple, dans la fibromyalgie. Mais même en dehors de cette pathologie, on peut trouver on appelle ça la physiopathologie, c'est-à-dire le mécanisme de la douleur. En tant que hypnopraticien, quelle que soit l'origine, identifiée ou non, si la douleur est à l'origine d'une plainte, on estime qu'il y a une douleur. Entendre ce qu'on dit souvent, bon, c'est pas grave, la douleur est dans la tête, vous pouvez bien vivre avec, prenez juste un Doliprane et ça va passer. Bon, peut-être que ça peut passer. Si ça ne passe pas, et s'il y a une plainte qui est tenue, qui est maintenue, pour nous, c'est une indication de prendre en charge cette douleur avec un moyen qui fonctionne bien, qui est l'hypnose, qui a une efficacité très particulière, mais très efficace sur les problèmes douloureux chroniques. Donc, il y a une plainte, il y a une douleur, on doit essayer de vous aider le plus possible. Alors, la douleur, c'est un petit peu différent de la souffrance. La douleur, vous percevez bien qu'il y a des mécanismes à l'origine, il y a les nerfs, il y a les voies de conduction de la douleur au niveau de la moelle, et puis il y a le traitement de la douleur au niveau cérébral. C'est différent de la souffrance. La douleur peut entraîner une souffrance, c'est-à-dire une souffrance qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus sur l'ensemble de la personne, avec une dimension psychologique importante, qui souvent va entraîner, on va le voir, de la fermeture sur soi, en tout cas de la difficulté à communiquer avec les autres. À la fois, il peut y avoir des souffrances tout à fait en dehors de problèmes douloureux. Donc, on voit bien que ce sont deux versants avec une tonalité quand même différente et qui ont des conséquences sur la personne malgré tout différentes, même si elles sont liées. Et quand on a quelqu'un qui se plaint d'une douleur, il est important qu'on aille voir quel est le retentissement global sur la personne et s'il existe une souffrance globale ou pas. C'est deux versants un petit peu complémentaires et différents. Pierre, tu voulais dire? Oui, on peut être aussi extrêmement douloureux et puis comme on est dans la plainte et que c'est légitime et qu'on ne trouve pas effectivement de résolution, il y a de la souffrance aussi pour les aidants. Voilà, elle se diffuse aussi. L'état émotionnel qui est en lien avec l'état de la personne du fait de sa douleur et de ses douleurs chroniques, eh bien, elle influence fortement aussi son environnement, son entourage. Et donc, la souffrance est peut-être largement distribuée au sein du couple ou de la famille, quoi. Hein. Donc, c'est important aussi ça. Et d'ailleurs, avec Marie-Hélène, on a reçu des couples aussi. Oui. Hein. On a reçu des couples qui vivaient ça de façon assez vraie, hein, la souffrance. Oui. Et ce qui était intéressant, c'est que parfois, en fait, c'est l'aidant qui nous disait: ah ouais, je suis hyper bien rentrée dans votre proposition. La personne qui était douloureuse, qui avait dormi pendant toute la séance, mais qui était beaucoup mieux après parce que son aidant allait mieux. Hein, je pense que vous avez tous fait un petit peu ce type d'expérience. Absolument. Ouais. Voilà. Pour reprendre cette idée que la souffrance, elle peut
se diffuser à l'environnement, on voit sur ce schéma que la douleur, elle va… Si tu peux le monter un tout petit peu, s'il te plaît. Je pense qu'en bas, on voit l'origine. Voilà, merci. C'est l'oignon de la douleur. C'est-à-dire, au départ, il y a une lésion, il y a le mécanisme qui provoque la douleur, et puis on voit que les conséquences, elles vont s'accumuler les unes sur les autres. Elles vont être à l'origine de tensions, d'anxiété, de dépression, de stress, d'avoir peur de la douleur aussi, hein. Et que ça, c'est aussi à prendre de façon très, très globale s'il y a une plainte douloureuse. On peut avoir une anxiété anticipatoire. On peut, pendant un certain temps, ne pas avoir mal, mais on n'est pas suffisamment serein en se posant la question de savoir quand est-ce qu'on va de nouveau avoir mal. Donc, toute la période où on est, normalement, on n'a pas vraiment toutes ces sensations physiques qu'on a décrites jusqu'à présent, on peut être dans une forme d'anxiété anticipatoire, quoi. On attend et on ne comprend pas pourquoi on n'a pas mal, quoi, hein. Donc là, c'est extrêmement difficile aussi. Et avec l'hypnose, on peut avancer aussi sur ce sujet-là. Oui, vas-y, après. Alors ça, c'est juste pour mettre des schémas et on ne va pas rentrer dans le détail sur justement la régulation de la douleur qui se fait à plusieurs endroits au niveau de l'entrée du phénomène douloureux, de la lésion, au niveau de la moelle. Et il y a ce qu'on appelle la gate control, c'est-à-dire une théorie qui prend une métaphore où la porte se ferme plus ou moins avec des mécanismes régulateurs sur le message douloureux. Donc, si la porte fonctionne bien et se ferme au message douloureux, la douleur ne va pas passer. Si la porte, pour des tas de raisons, aussi bien de sécrétion interne que de fonctionnement de la moelle, se ferme pas très bien ou se ferme pas du tout, la douleur va passer et va monter jusqu'au cerveau. Voilà, il y a des mécanismes comme ça un petit peu au niveau du tronc cérébral, au niveau du cortex et au niveau des sécrétions internes. On a tous des sécrétions qui s'appellent des endorphines, qui sont des sécrétions de morphine autonomes, c'est-à-dire notre corps sécrète des endorphines. Et c'est pareil, cette régulation, alors l'endorphine, c'est une substance, mais il y en a d'autres qui viennent réguler ce passage douloureux et cette intensité douloureuse. Oui, vas-y, celle d'après. Alors, le traitement de la douleur, vous connaissez tous, hein, il y a le traitement classique, médicamenteux, avec 3 paliers du traitement de la douleur, parfois des traitements complémentaires tels que les antidépresseurs, qui à ce moment-là ne sont pas utilisés comme antidépresseurs, mais comme potentialisateurs des traitements antalgiques. Alors, c'est toujours des posologies, c'est-à-dire des quantités, des nombres de gélules de comprimés à adapter en fonction de l'évolution, en fonction de la personne, et beaucoup en fonction de la durée d'action, sachant qu'on a maintenant des molécules qui sont LP, qui sont prolongées, et c'est un traitement qui est à revoir de façon régulière. Voilà, nous, notre philosophie, comme nous sommes des anciens soignants, c'est qu'on ne remet pas du tout en cause le traitement médicamenteux de la douleur, au contraire, mais on vient le consolider, peut-être quand ça marche bien, pouvoir un peu le diminuer, mais on est complémentaires, on n'est pas du tout en opposition sur ce type de traitement. Après, il y a d'autres traitements non médicamenteux, tels que le chaud, le froid, la stimulation transcutanée, je ne sais pas si certains l'utilisent ou pas, et puis d'autres choses, les huiles essentielles, pouvoir parler de sa douleur avec quelqu'un, et ce qu'on appelle les thérapeutiques psychocorporelles, la méditation de pleine conscience, la relaxation et l'hypnose, sachant que l'hypnose n'est pas une relaxation. Là, on en a parlé avec Véronique au tout début. Je te laisse reprendre la main, Pierre. Oui, oui. Donc l'hypnose agit sur plusieurs composantes de la douleur, hein.
bien évidemment sur le niveau, l'intensité. Hein, on peut travailler sur l'intensité comme une régulation, comme un thermostat. On peut travailler sur cette idée-là. Pourquoi on peut le travailler? Parce que notre imaginaire en situation de transe hypnotique est très puissant. Et on peut donc, avec notre imaginaire, influencer notre corps. Et ça, c'est extrêmement intéressant d'expérimenter. Hein. On peut influencer son corps dans la régulation de la douleur avec son imaginaire. C'est vraiment l'outil le plus formidable, en tout cas. Hein. J'ai parlé de l'anticipation négative aussi tout à l'heure. Et puis, à un niveau cognitif, c'est-à-dire toutes les croyances négatives et toutes les pensées qui viennent s'associer à la situation douloureuse. Le niveau émotionnel aussi, travailler aussi là sur cette question-là. Et puis, susciter la motivation, c'est-à-dire comme j'ai évoqué, et ce que disait Milton Erickson, et qui est toujours d'actualité, c'est aller chercher en soi des ressources qui vont permettre une forme d'adversité face effectivement à ce qui nous arrive. Ça, c'est extrêmement important. Alors, je sais pas, Pierre, tu feras la proposition tout à l'heure, là? Et puis, si tu veux, tu feras une petite séance? Oui, ok. Donc, juste parce que Véronique nous a demandé de vous dire un petit peu comment se passait une séance. Donc, que ce soit en présentiel. Non, retour, oui. Que ce soit en présentiel ou en Skype, Zoom ou tout à fait autre. Voilà, il y a un échange. Voilà, le minimum de connexion et de nouvelles. Mais surtout, comment est la personne? Alors, c'est ce que j'ai appelé la météo intérieure. Quelle est son émotion? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Peut-être depuis la dernière rencontre. Voilà, comment est-ce qu'elle arrive? Et puis, est-ce qu'elle a un objectif? Et l'objectif, c'est important qu'on se le donne, que ça ne soit pas un objectif complètement disproportionné, désincarné. On peut travailler sur des petits objectifs. Voilà, on a envie de faire, on demande à faire une séance pour travailler la douleur, mais ça peut être aussi pour travailler d'autres choses. On a en soi la capacité, la ressource d'aller travailler des points précis qui sont difficiles dans le quotidien. Voilà, et puis on rappelle un tout petit peu, puis pour le savoir, et pas parce que peut-être que nous, on s'en servira, sur le lieu de sécurité de la personne, et on va vous expliquer ce que c'est que le lieu de sécurité. Oui, vas-y, tu peux monter. Donc, le temps de séance en tant que tel, une séance, bon, il peut y avoir des durées variables, mais ce n'est pas hyper long. C'est entre 20 et 30 minutes, enfin, en tout cas, moi, dans ce que je propose. L'entrée dans la séance, c'est ce qu'on appelle l'induction, c'est-à-dire que on sait que la personne est sensible soit au visuel, soit à la position du corps, soit à l'environnement. Enfin, on a quelques entrées comme ça, soit à la respiration, qui permettent de déconnecter, d'être à la fois là parce que le corps est là, mais d'être ailleurs. Nous, on va travailler beaucoup avec des propositions de métaphores, dont parlait Pierre tout à l'heure, de l'être là et d'être ailleurs, et de la gestion de la douleur, si c'est l'objectif, où on a des moyens spécifiques pour traiter la douleur. Voilà, puis il y a des temps de parole, il y a des temps, on peut vous demander pendant la séance, on peut vous poser des questions et vous pouvez réagir soit par la personne qui est à côté de vous, soit avec les yeux si on voit les yeux. Enfin, c'est de l'ordre du possible. Et puis on inventera ensemble parce que si jamais il y a des demandes, pour nous, ça sera très nouveau. Donc il faudra être très bienveillant avec les premiers qui se manifesteraient parce que c'est ensemble qu'on trouvera comment faire. Et puis il y a le temps de sortie de la séance d'hypnose, mais il y a un petit peu
qui n'aurait pas dû se faire. Le temps de sortie de la séance, c'est revenir là. C'est revenir ici et maintenant. Donc, on invite à ouvrir les yeux, à, voilà, à pousser éventuellement un soupir ou à être conscient de sa respiration, à regarder autour de soi, peut-être à nommer intérieurement les choses qui sont autour de nous, à se dire la date. C'est un bon moyen de revenir ici et maintenant. Et voilà, l'objectif, c'est pas d'être dépendant d'un thérapeute, sachant que nous, on dit plus hypnopraticien que hypnothérapeute, c'est que vous appreniez à être autonome et à vous faire vos propres séances avec ce que vous avez appris quand vous êtes avec quelqu'un. Voilà, Pierre, si tu veux rajouter quelque chose ou compléter, comme tu veux. Non, ça va. Non, très bien. Je suis assez- Vas-y. Donc, on va vous proposer un exercice. C'est par la pratique que l'on se rend compte, en tout cas. Et donc, cet exercice est vraiment dans la base de l'expérience hypnotique. Hein. Et donc, c'est ce que Marilyn a évoqué en appelant ça le lieu sûr. Et c'est vraiment par là qu'on commence quand on fait de l'hypnose. Hein. Le lieu sûr, c'est un lieu dans lequel, en fin de compte, quand vous fermez les yeux et que vous appelez ce lieu-là, en fin de compte, ça vous procure un sentiment de sécurité. On a tous un lieu, hein, un endroit, dans lequel, en fin de compte, quand on est dans cet état de conscience élargie, on est dans un état, effectivement, on a le sentiment de sécurité. Et ça, il faut cultiver par l'auto-hypnose de manière, effectivement, à se déconnecter. Hein, souvent, dans les expériences que vous voyez sur l'hypnose et la chirurgie, par exemple, eh bien, on déconnecte la personne de la douleur, mais elle fait une séance avec l'hypnopraticien et elle repart soit dans un voyage qui l'a beaucoup marqué, soit dans un lieu de son enfance qui l'a beaucoup marqué, soit dans un lieu quotidien aussi aujourd'hui dans lequel elle est bien. Et ça peut être des lieux qui sont à la fois des lieux à l'extérieur comme à l'intérieur. Et moi, j'ai une patiente qui rentre dans ce lieu de sécurité. Elle est sur son canapé et elle caresse son chat. Voilà. C'est pas extravagant, mais c'est très bien pour elle. Et c'est une très belle expérience qu'elle fait quand elle a envie de se rassurer. Voilà. Donc, l'idéal, c'est, voilà, en fonction de l'installation que vous avez, ben c'est vous qui savez, hein, si vous êtes suffisamment bien installé pour expérimenter ce temps-là. Et vous allez dans un premier temps, si vous le souhaitez, et ce serait bien, vous concentrer sur votre respiration. C'est un mouvement automatique que vous faites avec plus ou moins d'amplitude, mais c'est une expérience extrêmement intéressante parce qu'on observe rarement sa respiration, ce mouvement automatique qui fait rentrer de l'air dans le nez par la narine ou par les narines, l'air peut-être un peu plus frais de la pièce où vous êtes, et puis qui ressort un tout petit peu plus chaud par les narines. Et là, vous prenez conscience effectivement que cet air rentre dans votre corps, et ça, c'est une expérience toujours intéressante. Alors, vous pouvez, à la faveur d'une petite inspiration ou une plus grande, vous pouvez fermer les yeux, reposer les paupières supérieures sur celles d'en bas. Et derrière l'écran de vos paupières, vous pouvez commencer à voir apparaître, ou peut-être alors des pensées un peu parasites que vous chassez comme des nuages sur un ciel bleu quand il y a un vent fort. Et vous accueillez avec bienveillance ces pensées parasites, elles vont partir, et vous accueillez derrière l'écran de vos yeux, eh bien, c'est peut-être ça c'est vous qui savez, un paysage, un endroit où vous aimez vous retrouver, vous ressourcer, où vous prenez du plaisir à être, à faire des choses, et vous appelez ce lieu, et vous commencez à percevoir peut-être aussi votre corps, certaines parties de votre corps qui impriment le fauteuil, la chaise dans lequel vous êtes. Et
Et vous prenez conscience de tout ça, et c'est très très intéressant à observer de l'intérieur. Vous prenez une attention particulière en intériorité à appeler ce lieu, et peut-être que ce lieu, c'est avant tout des couleurs. Certaines sont peut-être plus vives que d'autres, certaines sont un peu plus pastel, mais ça, c'est vous qui savez. Et vous vous laissez porter par ces couleurs, et peut-être aussi par certaines odeurs. Mais en tout cas, dans ce lieu, vous vous sentez en sécurité. Peut-être que dans ce lieu, vous faites aussi des choses. Peut-être que c'est à l'extérieur, et il y a du vent, il y a le bruit dans les feuilles, il y a peut-être le bruit du gravier, ou tout simplement un sentiment de sécurité qui vous traverse. Et vous profitez de ce moment-là, sans effort particulier, sans jugement. Vous laissez faire, et vous n'avez rien à faire d'ailleurs. Vous n'avez qu'à observer. Voilà, très très bien. Et vous n'avez qu'à observer ce moment rien que pour vous, dans lequel vous voyez des choses que vous connaissez, que vous appréciez. Peut-être vous faites des choses concrètes dans cet endroit. Peut-être que vous rencontrez des personnes aussi dans cet endroit. En tout cas, vous profitez pleinement de ce temps, dans un endroit où vous vous sentez en sécurité, c'est confortable. Il y a peut-être des bruits familiers. Et peut-être qu'en y regardant bien, vous découvrez peut-être de nouvelles choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent. Tout ça est très très intéressant à observer. Vous êtes pleinement concentré sur cet espace, sur ce lieu, sur cette pièce. C'est vous qui savez, et peut-être que ce que je suis en train de dire n'a pas beaucoup d'importance dans ce que vous êtes en train de vivre. Le plus important, c'est que vous expérimentiez, vous, ce lieu où vous vous sentez pleinement en sécurité. Voilà, très très bien. Et je vous laisse tranquille quelques instants. Profitez de ce moment. Quelques minutes peut-être. À votre rythme. Voilà, très très bien. Chacun à son rythme, sans effort particulier. Et vous profitez pleinement de cet endroit qui vous est cher, de cet espace, de cette pièce. C'est vous seul qui savez ce qui est bon pour vous. Voilà, très très bien. Tout ça est extrêmement ressourçant. Tranquillement. Et quand vous aurez fait le plein d'énergie dans cet endroit qui est le vôtre, quand vous aurez profité pleinement de toutes les ressources, alors vous déciderez à votre rythme en comptant jusqu'à 10, et vous reviendrez avec nous. Voilà, chacun à son rythme. Vous reviendrez dans cette pièce qui est la vôtre avec nous, Marie-Hélène, Pierre, voilà.
Très bien. Je vais simplement augmenter le son de ma voix pour que tout le monde se reconnecte à ce qu'on est en train de dire. Voilà. Donc, vous voyez, il est important de cultiver ce temps-là, hein, d'auto-hypnose, la capacité de se concentrer sur un lieu dans lequel on se sent en sécurité. Et en général, plus on le fait, plus on part facilement. Et ce lieu qui est extrêmement familier, en fin de compte, il a une certaine stabilité, mais il y a des choses qui changent aussi. C'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a peut-être des choses qui changent. Et donc, c'est toujours un temps intérieur, hein, dans lequel on a une faculté d'observation assez fine et on profite en fin de compte de tous les sens. Que ce soit le vent, les éléments, les couleurs, les odeurs, même les sensations tactiles, hein, si on est sur un canapé, si on est dans un lit, si on est dans un fauteuil, si on est sur l'herbe. Tout ça est extrêmement intéressant et va nous procurer des ressources et un apaisement extrêmement précieux. Voilà. Alors, l'importance de revenir ici et maintenant. Donc, bon, c'est pas la dernière formule que tu as mis, Véronique, mais c'est pas grave. Le soupir, ça peut aider. Si le soupir n'est pas possible, c'est revenir à la conscience de la respiration, de regarder tout autour de soi, peut-être nommer les couleurs de ce qu'on voit et se donner le jour où on est pour être bien Voilà. sûr qu'on revient. C'est fondamental de revenir ici et maintenant avec ce qui vous est possible, en dehors de ce que nous on fait d'habitude, qui est plus sur un temps moteur. Voilà, je crois que c'est Se ça. rappeler la date du jour, se rappeler de ce qu'on a fait tout à l'heure, de ce qu'on va devoir faire bientôt. Voilà, c'est important de se réassocier de cette manière-là avec un ancrage extrêmement concret. Hein? Voilà, je crois que c'est fini. Vas-y, continue. C'est la dernière diapo, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Juste parce que ce schéma, ça peut aider à rentrer en transe. On fixe le centre et il y a des gens qui sont purement visuels, qui arrivent très bien juste en essayant de suivre une ligne. Mais il y en a plein sur Internet, vous allez trouver ce qui vous convient à vous, qui n'est pas obligatoirement ce qui convient à tout le monde. En tout cas, merci. Merci à toi, Pierre. Voilà. Merci beaucoup. C'était. Alors, vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais. Ah, désolée pour le réseau. Merci beaucoup à tous les deux de ce partage et de cette proposition. Il y a peut-être des questions suite à cette présentation et cette mini-séance. Est-ce que tu avais eu des questions avant? Non. Non, d'accord. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole et poser des questions? Ou dire comment ça a été vécu? Niola, je prends la parole, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Oui, effectivement, moi j'ai fait des séances de sophrologie et c'est vrai que j'ai énormément de difficultés à lâcher prise et là, c'est vrai que j'ai pas pu vraiment rentrer dedans. J'ai pas vu un lieu, moi j'ai vu rien. Mais quelque part, je retrouve quelque chose où le sentiment que je peux avoir, c'est de n'avoir rien en problème, en pensée, pouvoir lâcher prise. Donc, ça me paraît intéressant au niveau des aidants, je crois, d'avoir ce genre de séance. Maintenant, par rapport à Bernard, je ne sais pas si en ayant des problèmes cognitifs, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que il est avec moi là. Hein. Oui. Et si ça peut être intéressant parce qu'il y a des moments où il déconnecte sur certains sujets. Donc l'hypnose dans ce sens, est-ce que ça peut présenter un intérêt ou pas?
Parce qu'au niveau de et c'est pareil, je dirais au niveau de la douleur. Bon, ben moi j'ai des douleurs au niveau de la tête. On n'a jamais rien su. On n'a pas pu trouver quelle en était l'origine avec RM cérébral et tout. Il faudrait voir si ce genre de séance moi peut me convenir. Des douleurs, Bernard n'en a pas. Et, je sais pas si on peut, par rapport à lui, arriver à établir un petit peu une régulation ou pas dans ses réactions. Voilà, ou le contexte dans lequel nous. Bon, j'attends pas des réponses maintenant. Je reviendrai vers Véronique ultérieurement. Mais voilà les réflexions qui viennent à l'issue de cette séance. Alors, peut-être sur le lieu de sécurité, il y a des personnes qui n'en ont pas un en particulier, qui le créent à chaque séance. Ouais. On n'a pas forcément... et puis, il faut se dire aussi, il faut être attentif à ça, on peut avoir un lieu de sécurité dans lequel on n'a pas forcément des bons souvenirs aussi. Ça peut être un lieu d'enfance, un lieu aussi dans lequel on n'a pas que des bons souvenirs. Donc, en fin de compte, ce n'est pas toujours un lieu dans lequel on va aller. Hein. Ça peut réactiver des plus mauvais souvenirs. Mais on peut avoir un... Alors, vous dites qu'il ne se passe rien. Après, on a une fonction contrôle aussi personnelle qui fait qu'en fin de compte, on est un peu moins suggestible que d'autres, quoi. Voilà. Et le lieu, oui, voilà. vas-y, fini, excuse-moi. Pardon, oui, ça y est, je t'en prie, Marie-Hélène. Oui, le lieu de sécurité, il peut être aussi complètement construit. Si on aime plutôt la mer, plutôt la montagne, c'est pas, et qu'on n'y est pas allé, on a vu des photos, on a vu des choses qui nous permettent de reconstruire quelque chose. Donc, c'est pas obligatoirement un lieu où on a vécu. C'est un endroit où on est sécurisé, où on est bien. Voilà, à partir de là, ça peut être votre chaise, ça peut être votre lit, ça peut être quelque chose là où vous êtes, c'est pas obligatoirement ailleurs. Voilà, c'est investir ce lieu avec tous ses sens et y puiser ce dont on a besoin. Ok, merci. Mais en ce sens-là, vous avez raison, c'est assez proche aussi de la sophrologie, hein, dans un premier temps. Hein. L'exercice, là, en tout cas, est assez proche de ce que peut proposer la sophrologie. Hein. C'est à ses frontières, en tout cas. Hein. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions, des remarques, des réactions suite à cette mini-séance et cette présentation? Excusez-moi, la Martiale m'a posé une question. Est-ce qu'il souhaite maintenir sa tête, hein, ce qu'il n'arrive pas à faire actuellement, et il me dit, est-ce que je pourrais tenir ma tête en séance? Il voudrait certainement se retrouver dans une situation où il maintient encore sa tête. C'est ça, Martiale? Ouais. En tout cas, on peut l'emmener imaginairement en train de tenir la tête et de trouver ses ressources intérieures pour y arriver. Maintenant, est-ce que vous y arriverez ou pas? Eh ben ça, on tâtonnera si jamais on essaye d'avancer un petit peu ensemble. Je pense que le oui, c'est les yeux levés, c'est ça? C'est ça. Donc, voilà, moi, au tout début où j'ai commencé à exercer, entre guillemets, on s'est posé la question avec quelqu'un qui est paraplégique, comment on peut faire par rapport à son handicap. Et on nous avait dit, n'ayez pas peur, proposez-lui de faire une balade en marchant. Ce que spontanément, jeunes stagiaires, on n'ose pas faire. Mais si là, c'est parler avant, et si on est d'accord pour dire, ben, dans le lieu de sécurité, on essaye de tenir la tête, avec l'aide au départ et peut-être en allégeant l'aide après. Moi, je ne sais pas ce que ça aura comme effet, mais pourquoi ne pas essayer? Et peut-être que déjà vous dire imaginairement que vous y arriverez, peut-être que ça vous fera du bien, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui pourrez nous dire. Je ne sais pas, Pierre. Si tu veux. Oui, on a souvent des patients comme ça qui ne font plus certaines choses. Ouais. De façon transitoire ou de façon définitive, comme disait Marie-Hélène, en fait, tout leur corps a l'expérience de le faire.
Ouais. Et en fait, c'est inscrit dans nos chaînes d'apprentissage. Nous savons tenir notre tête, en fait, jusqu'à ce que nous puissions plus le faire. Nous savions le faire. Et ça, notre cerveau, il s'en souvient. Et c'est dans notre cerveau, quelque part. Et je vous donne un exemple. Hein. Bon, moi, j'ai une patiente qui avait beaucoup de mal, une chirurgie très compliquée du dos. Elle ne pouvait pas faire de la balançoire dans son jardin. Elle a une magnifique balançoire. Pendant la séance, elle fait de la balançoire. Et elle est fatiguée à la fin de la séance d'avoir fait de la balançoire. C'est son imagination qui a fait de la balançoire. Mais toutes les sensations physiques qui sont en lien avec le fait de faire de la balançoire, ça, elle le sait. Son corps le sait, son cerveau le sait. C'est pas un leurre. Elle sait très bien. C'est pour ça qu'elle est fatiguée à la fin. Ou si, par exemple, je me souviens de cette patiente que tu connais aussi, Marie-Hélène, qui avait l'épaule opérée et elle ne pouvait plus faire de la natation. Il n'y a qu'en séance qu'elle faisait de la natation. Et d'ailleurs, elle nous a regardé un petit peu de façon avec Marie-Hélène, mais enfin, bon, je ne vais pas arriver à faire de la natation, j'y arrive pas chez le kiné. Eh bien, pendant la séance, elle s'imagine en train de nager, et de toute façon, son corps, il sait nager, même s'il n'est pas dans l'eau. C'est-à-dire qu'elle a l'innervation moteur, plus la réponse du cerveau qui lui dit ce que tu es en train de faire, c'est un mouvement de brasse, quoi. Parce que ça, c'est comme faire du vélo, nager, on s'en souvient, jusqu'à la fin. Hein, on fera les mouvements et on essaiera de faire les mouvements jusqu'à la fin. Donc, ça veut très justement dire qu'on peut effectivement essayer pendant une séance de revenir sur ces apprentissages qui se sont faits et qui peuvent effectivement perdurer. Alors après, il faut voir si ça vous fait du bien ou pas. Bien sûr, voilà, il faut que ça soit confortable. Et ça, c'est personnel à chacun, il n'y a pas de loi universelle. Hein, parce que le retour à l'ici et maintenant peut être aussi douloureux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avance pas à pas et que ça se fait vraiment dans l'échange avant l'objectif et après pour savoir comment les choses ont été vécues. Il y a une expérience qu'avait fait un de nos formateurs. Hein. Il était kiné de formation. Hein. Il avait un monsieur de 75 ans qui avait une grave fracture de cheville. Et ce monsieur, il avait du mal à se rééduquer. D'accord ? Et en fait, pendant une séance, on le voit filmer, parce que c'était un travail de supervision, on le voit, en fin de compte, bouger son pied qui ne bougeait pas pendant la kiné, parce qu'en fin de compte, il s'imaginait en train de faire du skate, courir après son petit-fils qui faisait du skateboard. Et donc, il bouge son pied alors qu'il est en état d'hypnotique. Alors que quand il n'est pas dans cet état-là, il a beaucoup de mal à le bouger. Donc, ça montre bien quand même qu'il y a des connexions qui se font, parce qu'il sait marcher, il sait courir. Même à 75 ans, il court un peu, hein, mais il ne court pas aussi vite qu'avant. Et pour aider son petit-fils à faire du skate. Donc, il fait des choses en séance qu'il ne fait pas habituellement. Ça, c'est clair. Et c'est la puissance de notre imagination. Merci beaucoup. Jacques Pellissier, vous avez pris la séance en cours. Est-ce que vous voulez vous présenter? Parce que chacun s'est présenté en 3 mots. Et j'ai vu que vous aviez une question à poser. Je suis incapable, n'ayant pas pu assister malheureusement à cette séance. Je m'en excuser. Bon, je suis Jacques Pellissier. Il y a au moins une personne ici qui me connaît. Oh ben oui, ben ça alors. Ça me fait plaisir, Marie-Hélène, de te revoir depuis un certain nombre d'années. Comme c'était vu. Je suis médecin à la retraite. J'ai médecin de rééducation, de médecine physique et de réadaptation. Et depuis très peu de temps, je préside l'association Alice. Donc, à ce titre-là, merci à tous les deux, hein, Marie-Hélène d'un côté, Monsieur Campion, que je ne connaissais pas, cette initiative, qui est en effet une initiative qui fait appel aux techniques d'hypnose. C'est vrai, moi, dans le service, on travaillait, on utilisait l'hypnose, un certain nombre de gestes, mais aussi la sophrologie. Et c'est vrai, comme vous le soulignez, qu'il y a des points communs. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait appel à l'imaginaire, et on sait que l'imaginaire aujourd'hui, par le biais de l'imagerie mentale, eh bien, ça correspond tout simplement à l'acte moteur, cognitif tel qu'il est fait. C'est quand même intéressant de voir la différence entre le fait qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas. C'est les mêmes structures du cerveau qui fonctionnent, donc c'est quand même assez intéressant. Donc, ça fait appel à l'imaginaire, à l'imagerie mentale,
Et je crois que ça peut beaucoup aider ceux personnes qui participent à la vie de l'association, qui font vivre cette association, qui sont des personnes qui ont pris la possibilité de faire eux-mêmes, qui peuvent imaginer de faire et s'entretenir de leur fonction en imaginant de faire. C'est à ce titre-là que j'ai vraiment voulu assister à cette réunion. Je tiens encore à vous remercier. Malheureusement, ce matin, je me suis mis dans la réserve sanitaire il y a déjà quelques mois. Je fais les vaccinations. Je ne fais pas beaucoup, mais j'en fais un petit peu. J'étais retenu, avant même de connaître cette date, j'étais retenu ce matin pour faire le secteur 7h30, 13h30, ce qui m'était pas très facile pour être là à 14h. Les raisons de mon absence et encore un immense merci. Je vais vous laisser la parole parce qu'il y a peut-être, Véro, il y a peut-être d'autres questions. Je pense qu'il y a des gens encore intéressés. Moi, je voulais un petit peu réagir. D'une part, je pense que ton adresse mail n'est plus la bonne. Donc, si Véronique peut me passer ton mail. Et puis sinon, pour rebondir juste, il y a beaucoup de travaux qui sont hyper intéressants actuellement. Alors, je suis dyspnique parce que j'ai eu un Covid grave. Qui sont l'imagerie cérébrale pendant les séances d'hypnose. Et vraiment, c'est passionnant et je suis sûre que Jacques a déjà dû lire beaucoup de choses autour de ça. Moi, c'est du passé. Hein. Moi, depuis 2015, j'ai quitté l'unité INSERM. Je suis à la retraite. Je lis plein de choses, mais plus du tout du médical. Par contre, il y a dans l'équipe, dans mon ex-équipe, dans la liste, des gens qui sont beaucoup plus instruits que moi. Ce qui était sûr, c'est que moi, je reste sur l'acte moteur, hein, c'est la seule chose que je sais un petit peu. En l'acte moteur, la réalisation de gestes de tension élémentaire, imagerie fonctionnelle cérébrale, et on fasse le geste, on imagine faire le geste, c'est la même chose. Les populations sont strictement les mêmes. Bien sûr, oui, c'est assez bluffant, ça. Les points de participation frontale dans certains gestes, mais c'était vraiment des nuances. Moi, j'en étais resté là. Hein. On avait à peu près une dizaine d'années d'expérience au niveau de la littérature mondiale. Et nous, dans notre médecin de rééducation qui s'intéressait à l'AVC, on avait utilisé fortement cette technique-là et on l'utilisait très tôt. On mettait les gens dans l'exosquelette de rééducation. Et puis l'exosquelette, peu cher, il ne faisait pas grand-chose. Hein. Il faisait le mouvement programmé. Le malade, il ne pouvait rien faire. Ça, c'était très important. Imaginez, on voyait l'activation, on l'avait sous les yeux. Oui, mais il y a beaucoup de publications là-dessus. C'est pour ça que je disais que les patientes à qui on propose des activités sous transe hypnotique, en fait, elles sortent fatiguées de la séance parce qu'elles ont fait des choses extrêmement concrètes, soit du jardinage, soit du sport, soit des activités qu'elles ne faisaient plus, mais toutes leurs compétences motrices sont là, quoi. Et leur cerveau leur rappelle et leur dit, mais non, tu n'es pas en train de rêver, c'est pas un leurre, tu es bien en train de faire des choses, quoi. Et ça, c'est extrêmement intéressant, extrêmement intéressant pour la santé psychique de chacun, ça, hein, de continuer à faire des choses tout en les imaginant. Et ça, c'est une puissance extrêmement forte, quoi, hein. C'est une ressource extrêmement forte de l'humain, ça. Oui. Je peux peut-être les plus anciens s'en souviennent, avait un livre qui est sorti dans les années 75, 76, 77. Alors j'ai honte de rappeler ces périodes-là. J'étais un jeune interne. Il s'appelait, c'est un paraplégique qui avait écrit, c'était Monsieur Held, monsieur qui avait en l'année, médecin de rééducation aussi, qui a été un des créateurs de la spécialité. C'était paraplégique qu'il avait écrit, c'était un fauteuil roulant sur la première page, il y avait marché dans les nuages. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est de l'imaginaire, lui entretenait une fonction de marche. Et pour le paraplégique, le but ultime.
Voilà, ben moi j'ai terminé, hein, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Est-ce que l'un ou l'autre a des questions, des réflexions suite à cette présentation? Sinon, nous quitterons et ensuite je reviendrai vers vous, vous reviendrez aussi vers moi pour manifester votre intérêt et l'organisation de séances donc individuelles que Ou non, ou non. Intérêt ou non. Intérêt ou non, tout à fait, voilà. Voilà. Non, c'est parce que j'ai imaginé que si on n'avait pas d'intérêt, on n'allait pas me contacter. Mais Effectivement, si on s'est inscrit. oui, c'est Bernard. Bernard, tu as parlé? Si on s'est inscrit, si ça intéresse. Marianique, pardon. Excuse-moi, Marianique. Si on s'est inscrit, si ça intéresse. Voilà. Mais alors ensuite, suite à après la présentation, gardes-tu ton intérêt et souhaites-tu aller plus loin? Peut-être. D'accord. Ok. C'est possible, bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, des questions? Sinon, nous quitterons. Non, c'est tout? Bon. Mais, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Marie-Hélène et Monsieur Au revoir. Cantu, de cette présentation, de ce partage et puis de cette proposition qui, c'est vrai, Marie-Hélène le disait tout à l'heure, ce sont des tarifs vraiment solidaires et entre associations et donc merci aussi pour ça. C'est qu'on soit pas plus loin. Ah, pardon, Marie-Hélène, vas-y. Je suis surprise qu'on soit pas plus loin. Je t'ai pas compris. Qu'on soit pas plus nombreux. Ah oui, bah oui, moi aussi. Pourtant, on a relancé plusieurs fois et Qu'on soit plus nombreux, mais ça peut venir, ça peut s'amorcer. ouais, exactement. Ça peut s'amorcer. Oui. Est-ce que vous êtes Moi, je trouve que vous êtes déjà très nombreux. Donc, bravo à tous ceux qui ont franchi la méconnaissance et l'appréhension. Merci. alors oui. Okay. Oui. On Là, n'est j'ai pas fait- beaucoup à parler. Hein. Oui. Pardon, Marianne, excuse-moi, je t'ai coupé. On n'est pas beaucoup à parler. On n'est Ah pas oui. beaucoup. Pas beaucoup à parler. J'ai fait une capture d'écran de voilà, de nous tous. Est-ce que vous acceptez qu'on partage sur nos réseaux sociaux pour en faire parler? Alors, pas trop sur Facebook si c'est possible. D'accord. Tu peux mettre si sur Facebook, tu peux mettre le lien sur votre site. D'accord. Ok. Parce que j'ai d'autres fonctions. Je suis déléguée du défenseur des droits et Ah oui. je dois faire très attention à ce qui est en lien avec moi. D'accord. Mais tu mets le lien et tu mets sur le site. Ok. D'accord. Si c'est pas possible. Pas de souci. Bon. Je me permets, Marie s'excuse, elle avait rendez-vous avec le kiné. Oui, je me souviens, on a un petit peu débordé. Voilà, c'est pour ça. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci. Voilà, oui. Moi aussi, j'ai eu Jalila tout à l'heure il devait aller chez le kiné et lui est intéressé, mais préfère participer un peu plus tard. Voilà. D'accord. Donc, ils vous contacteront. Jalila vous contacteront. D'accord. Je vais avoir l'enregistrement audio, donc je pourrais aussi leur transmettre. Et, oui, ce serait bien parce que je leur en parlerai. J'ai pris des notes, je leur en parlerai, mais s'ils peuvent voir la vidéo, ce serait bien, oui. D'accord, très bien. Bon, alors merci à tous. Nous nous quittons. Au revoir. Véronique, est-ce qu'on peut rester juste pour faire une petite évaluation entre nous? Ah, bah, très bien, oui, très bien. Sinon, j'allais t'appeler aussi, effectivement. Bon. Merci beaucoup. Merci d'être venu. À bientôt tous. Oui, merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur Tinel. Au revoir. Au revoir, Marianique. Au revoir, Véronique. À bientôt. Au revoir. C'est que je connais. À bientôt.